Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Marc Toiti a tort lorsqu'il dit craindre que la France soit une Grèce puissance 10. Bon, certes, l'endettement de la France est similaire à ce qu'était l'endettement de la Grèce. Et encore, l'endettement de la France est à 115% du PIB environ, la Grèce est à 180%. Ça n'a quand même rien à voir. Mais je vais donc vous dire pourquoi il n'y a aucune chance que la France soit une Grèce puissance 10. Et ce pour différentes raisons que je vais vous énumérer et étayer dans cette vidéo. Donc avant toute chose, si vous aimez mon travail en règle générale, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et actionner la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ou alors laissez un like sur cette vidéo si celle-ci vous plaît. Bon visionnage à tous. Bon, pourquoi donc la France ne sera pas une nouvelle Grèce? Et ça, je peux vous l'affirmer en des termes non incertains, même si sur Internet, vous voyez beaucoup de vidéos où on vous annonce un désastre de la France, la faillite de la France, avec des titres un peu putaclic, et qui en fait vous disent rien de spécial, et si vous pensez un peu, vous arriverez à la même conclusion que moi. C'est-à-dire qu'il est impossible, mais strictement impossible, que la France fasse faillite. Voici pourquoi. Tout d'abord, la France a un poids économique extrêmement fort. Il appartient au G7. Un PIB total de plus de 2000 milliards d'euros, ce qui est énorme. Ce qui l'a fait être dans 6e, je crois 6e ou 5e puissance mondiale au monde. Donc, déjà, ils ont un poids tellement grand qu'ils sont un peu too big to fail, un peu comme une banque. C'est-à-dire que si vous laissez la France faire faillite, eh bien le lendemain, l'Allemagne fera faillite, l'Italie fera faillite, et en fait tous les pays du monde risquent de faire faillite pour des raisons très simples. C'est qu'en fait, ils se prêtent de l'argent mutuellement. Donc si un ne peut plus vous rembourser, vous imaginez bien ce qui va se passer. Bref, donc ces pays-là reviendront au secours de la France s'il le faut, comme la France, comme les États-Unis, sont venus au secours de l'Allemagne lorsque l'Allemagne a failli être en défaut de paiement après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'ils étaient en pleine reconstruction et que leur industrie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et oui, peu de gens le savent, mais c'est arrivé. Donc la France, on ne les laissera pas faire faillite. Ça, c'est déjà très important que vous ayez en tête. Mais d'autres facteurs l'expliquent. La France n'a pas un poids très diplomatique très fort au niveau de la géopolitique, mais par contre, au niveau des institutions, ils l'ont, notamment des institutions financières. Demandez-vous pourquoi les agences de notation n'ont pas dégradé la note de la France plus tôt, alors que c'était mérité. Eh bien, c'est simple, car la France a un poids dans ces instituts-là et dans les institutions supranationales que sont le FMI, où elle est l'un des plus gros contributeurs, l'OMC, idem, ou l'ONU. Eh oui. Donc, on n'ira pas se battre contre la France spécialement, ce sera plutôt dans la connivence. On mettra des notes plus élevées que ce qu'elle mérite pour que le taux d'intérêt soit moins faible, car il faut savoir pourquoi les notes, en fait, c'est important qu'elles ne soient pas dégradées. Car vous avez beaucoup de fonds d'investissement qui investissent dans la bourse, dans l'immobilier, dans le private equity, ou qui achètent de la dette souveraine. Et en fait, ils ont souvent dans leurs règles de gestion des risques d'avoir un certain pourcentage de dette en AAA, AA, A. Et en fait, si vous en êtes la France ayant une note surévaluée, eh bien ça oblige, entre guillemets, ces fonds à acquérir de la dette française. Donc ça augmente la demande de dette française, ce qui permet que le taux d'intérêt ne soit pas très élevé. Si la note de la France baisse drastiquement, eh bien ces fonds n'étant plus contraints d'acheter la dette française, eh bien vous avez moins de gens prêts à l'acquérir, et donc la France, pour trouver preneur pour sa dette, sera obligée d'augmenter les taux d'intérêt. Voilà. Ça, c'est simple à comprendre. C'est comme vous, si vous voulez un emprunt, vous proposez de payer 2% d'intérêt si vous ne trouverez pas preneur, eh bien vous augmenterez à 3% dans l'espoir de trouver preneur. C'est un peu le même effet. Ensuite, il faut savoir que la France est un pays qui a quand même une forte stabilité politique. Bon, là vous me direz, oui, il y a eu la dissolution, il y aura des élections, dont le sort est plutôt incertain. On ne sait pas si ce sera le nouveau Front Populaire, le RN, la Macronie,
ou si ce sera un pays ingouvernable avec les trois forces de niveau équivalent. En fait, tout cela crée une intrigue. Mais un fonds, une banque, ne pense pas à ce qui se passe là, maintenant, tout de suite. Peut-être sur le moment, évidemment, sur le moment, ça impacte, mais une fois l'élection passée, laissez tomber. Eh bien, il y aura une évaluation générale qui sera faite, et la France est un pays stable. Hollande a pu gouverner pendant 5 ans. C'est dire la stabilité du pays. Macron a pu gouverner pendant 7 ans. C'est dire la stabilité du pays, de ses institutions. Et cela compte. Cela compte. Donc, ce qui est très différent de la Grèce. La Grèce est un pays extrêmement instable politiquement. Au niveau des institutions, du fonctionnement, des révoltes, de l'historique. Ils ont été une dictature militaire pendant des décennies. Eh oui, eh oui. Ensuite, la France a quand même une épargne totale des Français de 6 000 milliards d'euros. C'est-à-dire plus de 2 fois supérieur au taux d'endettement. En fait, 2 fois, on va dire, 2 fois supérieur à la dette de la France, la dette totale. Donc, techniquement, même si les gouvernements l'évitent trop, même si vous avez les catastrophistes habituels, les putaclics habituels d'Internet qui vont vous dire qu'on va taxer votre épargne, pas tout de suite. Et les gouvernements essaieront de l'éviter. Par contre, avoir cette épargne-là est un avantage en termes de négociation. C'est-à-dire que les gens qui prêtent à la France savent que la France a cette possibilité de taxer cette épargne. Donc, ça donne une force à la France, force que la Grèce n'a pas, car les Grecs ont un taux d'épargne extrêmement faible, alors que la France a un des taux d'épargne les plus élevés au monde. Bon, ça a des défauts évidemment. Les fonds d'investissement ont moins d'argent, la capacité d'investir de ces fonds est moindre, l'argent circule beaucoup moins dans l'économie, mais ça a aussi cet avantage-là, qui compte au niveau de la dette. Voilà. La France a beaucoup d'actifs, d'entreprises, des ports, des aéroports, des infrastructures. Donc tout ça compte évidemment, parce que quand vous prêtez, vous prenez en compte le collatéral, c'est-à-dire qu'est-ce que le pays a en échange. Voilà. Et oui, beaucoup mieux que la Grèce d'ailleurs. D'ailleurs, rappelez-vous, la Grèce, pour résister, elle a cédé une partie du port du Pirée aux Chinois. Voilà. Ça, il faut bien le comprendre. Il faut bien avoir en tête ces choses-là. Pas rentrer dans le catastrophisme putaclic habituel. Bref. Ensuite, la France a une bonne position géographique, ce qui aide. Une armée forte. L'arme nucléaire, ce qui aide. C'est pareil, on aime bien tracher l'armée française, qui est quand même une des principales armées au monde. Et oui, ça compte. Ça compte. Dans l'inconscient collectif, être un pays nucléaire, avec l'arme nucléaire, ça compte. Voilà. Ça, il faut bien le comprendre. La France a donc, comme je l'ai dit, du poids dans les infrastructures supranationales telles que la Banque mondiale, le FMI ou l'OMC, ce qui aide à influencer les décisions prises. D'ailleurs, 2 des derniers directeurs du FMI sont Dominique Strauss-Kahn et l'inénarrable Christine Lagarde, incompétente de son État. Eh bien, ça montre le poids de la France. C'est-à-dire que la France est un petit pays à l'échelle mondiale, un pays moyen, quoi, arrive à placer 2 directeurs du FMI. Donc la France a le poids dans ses institutions, ce qui lui permet d'avoir toute une capacité de négociation beaucoup plus forte que la Grèce. Autre aspect, le Grexit, c'est-à-dire si la Grèce à l'époque, avec la crise de l'euro, serait sortie de l'euro, eh bien pour la monnaie euro, ça aurait fait ni chaud ni froid. Ça aurait, comme aurait dit Chirac en son temps, ça en aurait touché une sans faire bouger l'autre des pays qui sont dans la zone euro. Ça n'aurait pas eu de grande influence, ça aurait peut-être un peu, les semaines qui auraient suivi, ça aurait un peu, au niveau du taux de change, eu des variations assez importantes, mais ça aurait très vite stabilisé. Car en réalité, il faut bien le comprendre, la sortie de la Grèce ne faisait peur à personne. D'ailleurs, peu de gens le savent, mais l'article 50, le fameux article 50 dont nos amis souverainistes incompétents de leur État, Asselineau et Philippot, parlent toujours, eh bien cet article n'existait pas. Il a été créé spécifiquement pour la Grèce. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé l'article 50 en prévision que la Grèce pouvait sortir de l'euro et de l'Union européenne, mais surtout de l'euro. Et en fait, on a créé l'article 50 pour ça. Un peu pour expulser la Grèce, si vous voulez. Ils n'ont jamais prévu que ce seraient les Anglais qui l'utiliseraient. Ça, c'est le côté un peu ironique de la chose. Ce sont ces ironies de l'histoire
qui sont toujours très intéressantes à suivre, mais ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que le Grexit ne faisait peur à personne. Et oui. Par contre, le Frexit, cher à nos amis souverainistes, bon, je vous rassure, hein, les souverainistes ne gagneront jamais, donc ce ne sera pas par eux que ça arriverait. Mais le Frexit, par l'expulsion quasiment volontaire ou pas de la France, de l'euro, en fait c'est ça, hein. Le Frexit qu'ils craignent, c'est pas le Frexit sortir de l'UE, c'est sortir de l'euro. Car si la France sort de l'euro, l'euro ne fera pas long feu, et la stabilité monétaire de tous les autres pays de la zone euro s'en trouverait affectée. Or, ces pays ne le veulent pas, surtout pas l'Allemagne, qui profite de l'euro. Eh oui, l'Allemagne profite de l'euro. Donc, les autres pays, pour garder leur stabilité monétaire dans leur intérêt personnel et individuel, parce que l'intérêt collectif, on s'en fout, hein, je vous le dis tout de suite, eh bien, ils aideraient la France juste pour garder leur propre stabilité. Ils préféreraient payer pour garder leur stabilité. D'ailleurs, ce que les pays européens ont quand même fait avec la Grèce, même si la Grèce y sortait, bon bref. Mais quand même, ils ont préféré payer. Ils ont préféré restructurer la dette, en fait, ça veut dire perdre de l'argent. Et oui, pour aider le pays. Mais en fait, pour s'aider eux-mêmes, hein, d'abord. Hein. Bon. Et là, ça serait fait pareil. C'est ça un peu que toi, tu oublies. Ou, entre nous, hein, on va parler doucement, hein, pour pas qu'on nous entende. Hein. Il le sait. Hein. L'économiste, c'est plutôt un économiste bon. Hein. D'ailleurs, moi, je regarde souvent ses vidéos car il est pertinent dans ce qu'il dit. Bon, il rentre beaucoup dans le catastrophisme. Bon, c'est un peu son commerce, on va dire ça comme ça. Bon. Ensuite, dernier point. La capacité à prélever des impôts. Même si la France a la plus grande fiscalité au monde déjà, la France a une capacité à prélever l'impôt que n'a pas la Grèce. C'est-à-dire que la Grèce prélève peu. Pourquoi? Le principal propriétaire terrien en Grèce est l'Église orthodoxe. Eh oui. Parce qu'il faut savoir que qu'en France, quand vous prêtez serment à la Constitution de 58. En Grèce, lorsque vous êtes élu que vous prêtez serment à l'Église orthodoxe. À la Constitution, oui, mais à l'Église orthodoxe aussi. Et l'Église orthodoxe est le plus grand détenteur terrien du pays. Il paye zéro. Zéro impôt. Que dalle. Pot de zeub. Il ne paye rien. Et oui. Et les armateurs non plus. Et en fait, la Grèce a une très grande difficulté à prélever de l'impôt. D'ailleurs, leur crise est venue surtout de là. La France a une forte capacité à prélever l'impôt. Ils ont une machine étatique très forte qui leur permet en fait de prélever beaucoup d'impôts. Ce que les gens ne prennent jamais en ligne de compte, mais ce qui est un fait. Voilà. Voilà, j'ai donc vous expliqué pourquoi, selon moi, Marc Toiti a tort. Mais bon, à mon avis, il fait un peu pour avoir du clic. A-t-il tort? C'est un autre débat. Mais bon, bref. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir assisté à cette vidéo jusqu'à là. Et je vous dis à très bientôt.